Allez, allez, plus vite! Je crois que lorsque Kressler disait que tout est joué à 5 ans, il avait raison. Tout est joué à 5 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous naissons tous avec des capacités qui sont génétiquement transmises à tous les membres de l'espèce humaine, mais que ce qui compte, et l'inégalité des chances est là, c'est l'accompagnement qui nous est fait dès notre naissance, voire même avant notre naissance, du fait de l'histoire familiale. Alors, ceci est dit, non pas pour mettre le doigt, pointer un index vengeur vers les familles je vouais, vers ces pauvres mères qui ont été accablées pendant des décennies de toute leur responsabilité de mauvaises mères. Moi, je n'ai rencontré jamais dans ma vie ni des bonnes ni des mauvaises. J'ai rencontré des mères, ou des mères présentes, ou des mères irrégulièrement présentes, je veux dire affectivement, ou des mères absentes et incapables, pour diverses raisons, d'exercer leur fonction maternelle primaire. Moi, j'interroge beaucoup cette question de la fonction maternelle primaire. Ça a le double intérêt de resituer la patiente ou le patient dans son mode de fonctionnement habituel et de réactiver, de réanimer certains souvenirs précocissimes. La fonction maternelle primaire, c'est quoi? Dans la pratique clinique, c'est la possibilité d'anticiper très légèrement le désir, le besoin d'abord et le désir ensuite de l'enfant, le besoin d'abord qui doit être satisfait, mais pas de façon urgente et pas sans tenir compte du réel besoin de l'enfant. Toute la question des néo-besoins pointée par Michel Fin est, je crois, tout à fait intéressante. Et moi, j'en ai eu une très lourde et longue expérience dans la prise en compte des troubles des comportements alimentaires chez les patientes. Il y a une création de néo-besoins, on répond à tout bout de champ à un cri, à une agitation par une sollicitation orale. Alors que peut-être cet enfant, ce bébé, a besoin tout simplement d'être pris dans les bras, d'être câliné, que l'on lui parle. Tiens, je vais raconter une histoire. Bien que n'étant pas spécialiste de la psychosomatique de l'enfant, j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune couple qui était effrayé parce que le bébé avait 18 mois et il n'avait pas passé une seule nuit sans se réveiller. Ils étaient hors de... Le père était prêt à fiche le camp. Et ils sont venus me voir tous les deux, m'apportant leur détresse et toute leur angoisse, et j'ai dit simplement, la prochaine fois vous venez avec le bébé. Et on m'a fait une consultation papa, maman, bébé, pour laquelle je n'ai aucune formation particulière, si ce n'est ma propre expérience de père et de grand-père. Et là, j'ai vu un bébé qui était collé à sa mère, mais pas du fait du bébé, mais du fait de la mère, qui, dès qu'elle voulait l'éloigner, fronçait ses sourcils, prenait un air complètement désemparé qui ne pouvait pas échapper à cet enfant qui était vif, avec des yeux bleus porcelaine, un merveilleux petit gamin. Et j'ai dit à la mère, est-ce que vous accepteriez de me le confier? J'ai pris ce bébé dans les bras et j'ai fait le tour de ce bureau où il y a des tableaux, murs, et je lui ai parlé comme je parle à mes petits-enfants, tout simplement.
en faisant comme s'il comprenait, lui expliquant que là, il y a des poissons qui sautent hors de l'eau, que là, il y a un bouquet de roses, que là, il y a un monsieur et une dame qui se font la bise, comme papa et maman peuvent le faire, etc. Pour raconter une histoire. Et cet enfant, 18 mois, était comme ça, subjugué, là. Et de temps en temps, je regardais vers les parents qui regardaient comme les enfants peuvent regarder quand on leur raconte une histoire avec un livre d'images. J'ai vu ce papa, cette maman et ce bébé 3 fois. Et à la 3e fois, la mère est venue seule. C'est souvent le cas, hein, les pères, quand ça fonctionne, ils fichent le camp. Et cette maman est venue seule et m'a dit, vous savez, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais depuis, il dort, et nous aussi. Alors, on a repris son histoire à elle, hein, parce que ce n'était pas aussi simple, ce n'est pas de la magie. Et il y avait toute une histoire de relation avec sa propre mère, qui était une relation d'emprise véritable, et qu'elle était en train tout simplement de reproduire avec l'angoisse de faire une mauvaise mère, ou, elle a pu le dire, de faire comme sa mère. C'est pas très compliqué, c'est pas... Alors on peut se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pense qu'il se passe quelque chose dans la relation qui, chez moi, a beaucoup évolué. En prenant de l'âge et de l'expérience, je crois que j'ai eu de moins en moins peur de mes patients, quels qu'ils soient. Et c'est une aventure qui commence. Et quand je reçois un nouveau patient, c'est pour moi comme si j'entreprenais un voyage dans un pays imaginaire ou lointain. J'ai dans ma vie un certain nombre de passions. J'ai la passion de mon travail, des relations, la passion des voyages pour rencontrer de nouvelles civilisations, la passion de l'art, et en particulier de la peinture, que je pratique pas. Non, je barbouille, mais je ne pratique pas, si ce n'est pour savoir un peu de quoi est faite la peinture, mais lorsque je rentre dans un musée, une belle exposition, toutes mes angoisses disparaissent. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Je crois qu'on entreprend une œuvre de création. Et puis ma dernière passion, c'est la pêche à la ligne. Alors on pourrait dire que ça n'a aucun rapport. Et je crois que ça a un rapport. Parce que, bien entendu, maintenant, je pêche dans des rivières qui sont sans poissons, mais ce qu'il y a de plus important, c'est d'imaginer le poisson énorme que je vais sortir et que je ne sortirai jamais. Et c'est bien là que se trouve quelque chose du mystère de cette relation qu'on peut entreprendre avec les patients. C'est ce qui ne se passera pas tel que l'on l'imagine. Et peut-être que ça va se passer, après tout, on verra bien. Alors, l'inné, l'acquis, moi, ça me paraît être une mauvaise querelle, encore une querelle d'opposition entre l'inné et l'acquis. Il y a du génétique, évidemment, mais il y a du génétique, il y a de l'identité, ou de l'identification, ou d'identificatoire, il y a de l'environnement, qui est perçu par les uns comme un environnement faste ou un environnement néfaste. Après tout, j'ai eu un de mes patients qui avait gagné une somme très considérable au loto, qui était de l'ordre de plusieurs millions, et qui a fait un infarctus. On peut mourir de plaisir. Il ne savait pas ce qu'il en ferait de son pognon. Moi, dans ma tête, je me disais, mon Dieu, je saurais quand même en faire quelque chose. Peut-être que je ferais une fondation psychosomatique. Bon, enfin, voilà. Et c'est dans cette opposition entre l'inné et l'acquis qu'on perd la dimension qui est une dimension subjective. C'est comme ce que l'on disait tout à l'heure à propos de la vérité. La vérité, c'est une vérité qui n'appartient qu'à une seule personne et qui peut être éventuellement partagée. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'organisation psychosomatique, moi je crois qu'elle s'organise au mieux des conditions primaires,
Et c'est pour ça que dans ma pratique clinique, j'ai toujours le souci de replacer le symptôme somatique. J'appelle pas ça une maladie, et en particulier pas une maladie psychosomatique, comme s'il y avait les maladies psychosomatiques et les autres. Une maladie somatique, la replacer dans une trajectoire de vie qui permet de constater qu'elle n'arrive pas n'importe quand et n'importe comment. Alors, quand je dis ça, j'explique ça aux patients, par exemple, ils me disent « Oui, mais moi j'ai eu un accident d'auto, voilà. » Alors, moi, ça me fait penser à un accident d'auto que j'ai eu moi-même et qui m'avait beaucoup éclairé. J'étais au séminaire de Marty pendant ce temps-là. J'étais en train de penser que Jean-Sébastien Bach avait 17 enfants. Et je me disais, mais bon Dieu, comment sa pauvre Madame Bach avait-elle fait pour avoir 17 enfants et pouvoir supporter cette marmaille? Alors, heureusement, on peut dire, il y en a 12 qui sont morts de façon prématurée. Et je me disais, comment ce monsieur Bach a-t-il pu supporter la mort de 12 enfants? Alors, de là, mes idées arrivaient, théorisant sur la sublimation, l'activité d'écriture musicale, etc. Et à ce moment-là, boum, je rentre dans une de chevaux qui s'ouvre comme dans le film Le Cornio, et d'où sort une pauvre jeune femme toute pâle, ne sachant pas ce qui lui arrivait. Eh bien, c'est absolument typique de ce qui peut se passer quand on est accidenté. C'est un moment, pour des raisons diverses, où l'on ne prend plus soin de soi. Et je crois qu'il y a des moments dans la vie où on ne prend plus soin de soi de façon suffisante. Alors, l'histoire des enfants de Bach, bon, ça me renvoyait à mon histoire personnelle, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle j'étais complètement ailleurs qu'au volant de ma voiture. Il y a cet œuf biologique qui va être évidemment totalement dépendant de l'histoire personnelle. Et je donnerai une histoire qui est l'histoire d'un petit canard. Le petit canard, quand il est dans l'œuf, est dans un œuf qui est perméable. Et la mère cane a l'habitude d'aller se plonger toutes les 2 ou 3 heures dans l'eau pour mouiller. En particulier lorsqu'il fait chaud, elle revient avec les plumes mouillées et passe sur l'œuf de son petit canard pour maintenir un environnement suffisamment compatible avec les possibilités biologiques. Et lorsqu'on met des œufs de cane dans une couveuse artificielle, les constructeurs de ces couveuses savent ça et ont prévu des systèmes d'arrosage permanents ou intermittents pour pouvoir maintenir l'humidité nécessaire et suffisante autour de l'œuf de cane. Ça commence très tôt, ça commence dans le ventre de la mère, et puis ensuite ça continue dans une famille suffisamment stable pour pouvoir permettre au sujet une édification narcissique, c'est-à-dire l'estime de soi, pour résumer, pour condenser, suffisante pour pouvoir se débrouiller après par soi-même. Et c'est tout l'intérêt, je crois, de la pensée de Michel Fin, Rosine Debray, autour de cette question de l'environnement primaire et de la censure de la menthe. Cette notion qui est aussi importante, la censure de la menthe. Une femme qui vient d'avoir un bébé est femme pendant un certain temps, et puis elle est femme, et puis elle est femme, et puis elle n'est plus femme, elle est mère, elle est mère, elle est mère, elle est mère. Eh bien, là encore, l'opposition de ces fonctions, si elle est radicale, donne des choses qui sont préjudiciables et à la mère, et à l'enfant, et au père. Alors le père a sa place et sa responsabilité. Le père, c'est lui qui est le sollicitant de la fonction féminine de la mère. Et c'est lui qui permet cette fonction censurante du maternel par rapport au féminin. Et là encore,
On est dans l'opposition, la femme, la mère, ça va ensemble. Est-ce qu'on peut être mère sans être femme? Est-ce qu'on peut être femme sans être mère? Voilà, question. C'est toujours la question de la dualité des choses. Moi, je crois que l'inné et l'acquis, ça va parfaitement de pair. La pulsion de vie, la pulsion de mort, ça va parfaitement de pair. Le corps et la psyché, c'est un tout. Voilà ce que je dirais. Et puis alors après, il y a les événements traumatiques. Alors l'événement traumatique, moi là je crois qu'on ne peut être que d'accord avec Freud sur le fait que n'est traumatique qu'un événement qui a déjà été traumatique. Et ça c'est très sécurisant quand on peut pointer ça chez les patients dans leur histoire, leur dire « mais écoutez, le drame a déjà eu lieu, on peut faire autre chose ».